Alors, c'est pas parce qu'on est en vie, après traitement immunosuppresseur, qu'on n'a pas des petits problèmes, et j'ai envie de dire, vous le savez tous. 3 trucs. La première chose, au moins 40 à 50% des patients traités par immunosuppression ont besoin de continuer la cyclosporine pendant des années. Alors, quelquefois, on arrive à arrêter, puisque par définition, 40 à 50%, ce n'est pas 100%. Mais quelquefois, on ne peut pas. Parce qu'on essaie de descendre alors qu'il y a eu des globules qui étaient quasiment normales, puis au bout d'un moment, on baisse de 100 mg à, j'en sais rien, 80, 75, et tout d'un coup, les globules baissent. Et du coup, on est obligé d'augmenter. Et malgré ça, on traite pendant des années, des années, des années. Je pense que j'ai des patients qui ont déjà eu au moins 15 ans de cyclosporine pour leur maintenir des trucs là. Alors, ce qu'on peut dire d'aujourd'hui, c'est qu'apparemment, il n'existe aucun problème détecté de l'utilisation à long terme de la cyclosporine. Ça, c'est important. À condition de... Il faut boire, il faut faire attention à sa tension artérielle, il faut faire des prises de sang pour regarder la fonction du rein. D'accord ? Mais il n'y a pas de réel problème si on la prend correctement et surtout si on boit suffisamment. Deuxième problème avec l'immunosuppression, malheureusement, même si ça marche dans 70% des cas, il y a des risques de rechute qui sont exceptionnels après la greffe. Je n'ai pas dit qu'ils n'existaient pas, mais qui sont exceptionnels après la greffe. Et ces risques de rechute, c'est environ 30% à 5 ans. C'est facile, de toute façon, les complications de l'immunosuppression, c'est 30-30-30. Donc 30% de risque de dépendance à la cyclosporine, 30% de risque de rechute. Et là, et ça va vous rappeler des souvenirs à ceux que je suis en consultation, c'est d'autant plus important ce risque de rechute que la cyclosporine est baissée trop vite. Alors, quand je dis aux gens, vous baissez de 25 mg, puis vous venez me voir dans 3, 4, 5 ou 6 mois en fonction du tableau, ils disent oui, mais ça ne sort pas de n'importe où. Hein. C'est-à-dire que si on diminue très lentement, il y a 10% ou 15% de risque de rechute. Si on va trop vite, c'est 60%. Donc ça ne sort pas du chapeau, c'est vrai. Point important, c'est ce problème de risque de transformation en maladie préleucémique, voire en leucémie aiguë. D'accord ? À très long terme, on estime que le risque de myélodysplasie, je ne parle pas de leucémie, de myélodysplasie, il est quasiment de 15 à 20% à 25 ans. C'est ce qu'on disait il y a quelques années. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? J'en sais rien. Mais ce risque existe et il est loin d'être négligeable. Et traiter une myélodysplasie, je peux vous assurer que ça n'a rien à voir avec s'occuper de l'aplasie médulaire. Donc cette myélodysplasie, c'est absolument indispensable de la détecter et de la détecter tôt, comme d'habitude. Il vaut mieux avoir peu de problèmes que beaucoup de problèmes à un certain moment. Donc, ça, c'est la seule chose qu'il faut que vous reteniez aujourd'hui. Pour suivre une maladie de la moelle, il faut analyser la moelle. Et ce n'est pas en regardant les gens dans les yeux ou en faisant des prises de sang qu'on peut savoir ce qui se passe dans la moelle. C'est dommage, ce n'est pas de ma faute, mais c'est comme ça. Et ça explique que même des années après le traitement immunosuppresseur, on soit obligé de faire, en fonction du patient, tous les 1 an, 1 an et demi, 2 ans, ou de temps à autre, des myélogrammes. Alors là, je ne sais pas pourquoi, je pense... Bon, je dirais rien. Mais je pense qu'il y en a certains qui se reconnaissent de on casse les pieds avec sa moelle. J'y peux rien. Si je pouvais m'en passer, je le ferais. Bon. Alors, il y a des petits jeunes. Alors, les petits jeunes, c'est pas grave. Ils ont eu ça à l'école, mais il y a des plus vieux. Et il va falloir que je vous donne quelques mots d'explication. Ça, c'est du sang. Il y a des globules rouges. Dans les globules rouges, il n'y a pas de noyau. Il y a des globules blancs. Dans les globules blancs, il y a des noyaux. Vous suivez? Une cellule, c'est ça. Ça ressemble à en fait une grosse patate. Et au milieu de la patate, il y a une petite patate qui s'appelle le noyau. D'accord? Dans le noyau, il y a votre matériel génétique qui s'appelle des chromosomes. Un chromosome, ça ressemble à ce truc-là. C'était publié dans Science la semaine dernière. Je trouve que l'image est vraiment très jolie.
Et dans le noyau, il y a votre matériel génétique, et le matériel génétique, ça s'appelle l'ADN. Et l'ADN, ça ressemble à ce truc-là. En fait, vous prenez un élastique, d'accord, puis vous le tournez. Et bien, ça ressemble à ça, l'ADN. C'est une espèce d'hélice. C'est ça, vous prenez un élastique, vous tournez, et vous aurez une visualisation en 3 dimensions de ce que c'est que l'ADN, d'accord. L'ADN, de temps à autre, il fait ce qu'on appelle des mutations. Alors, je parlais de la double hélice, voilà à quoi ressemble ce truc-là. Donc tout ça c'est normal, puis tout d'un coup il y a un machin qui se passe. Et pourquoi ce machin se passe, c'est un peu compliqué, mais en gros on n'en sait rien du tout. Il y a ce qu'on appelle une mutation. Et les mutations, c'est ce qui est à l'origine des cancers. D'accord ? Des cancers ou des myélodysplasies. C'est bête, pourquoi il ne veut pas le jeudi retrouver ce type de mutation-là. Alors, pourquoi je vous embête avec ma leçon de sciences naturelles ? C'est simplement que, c'est marrant, hein, c'est encore Neil Young, c'est encore Washington, c'est encore le Building 10. Cette fois-ci, c'est à coquiner pas avec des Européens, mais avec des Japonais. Pourquoi ça coquiner avec des Japonais ? Parce qu'il fallait séquencer, c'est-à-dire... Mais c'est pas vrai, c'est plus pour ça. Il fallait aller chercher les boules jaunes, là, et il fallait aller chercher chez des patients qui ont une aplasie médullaire, ils sont allés regarder aux mutations, d'accord ? Et ils ont retrouvé une fréquence de mutation relativement importante chez les patients qui ont une aplasie médullaire. Et là, il faut bien comprendre, ces mutations, comme l'analyse de votre moelle, on va les rechercher dans les années qui viennent. Mais ce n'est pas parce qu'on a une mutation qui est retrouvée, et on vous demandera, parce qu'on ne peut pas faire ces analyses génétiques si on n'a pas votre signature, hein, c'est interdit, d'accord ? Et c'est typiquement le genre de truc sur lequel travaille Marie Robin à l'heure actuelle à Londres, d'accord ? Ces mutations, un, on est obligé de vous demander si on peut les chercher, et deux, c'est pas parce que vous avez une mutation que vous avez une myélodysplasie ou une leucémie, ça n'a rien à voir. Donc il est fondamental pour nous, maintenant, quand on fait la moelle, de regarder non seulement la moelle sous le microscope, de demander ce qu'on appelle un cariotype, et ça vous connaissez pour regarder s'il y a des anomalies des chromosomes, mais on va demander ces mutations-là. Et ce n'est pas parce qu'on va en trouver que ça veut dire quoi que ce soit au jour d'aujourd'hui. Ce qu'on ne sait pas, c'est quelles sont les... Il n'y a pas de bonnes mutations, mais quelles sont les mutations dont on se moque un peu. Est-ce qu'il y en a qui arrivent plus fréquemment et qui augmentent ce risque ? Est-ce qu'il faut la séquence d'une ou deux ou trois ou quatre mutations pour arriver de l'aplasie médullaire à la myélodysplasie ? On s'en sait fiche rien. Le vrai problème, c'est qu'il y a des fous furieux, je suis désolé de les appeler comme ça, qui sont en train de dire, ben maintenant on trouve des mutations dans l'aplasie médullaire, donc l'aplasie médullaire est un cancer. Et ça, non. Et est-ce que l'iculizumab a changé quelque chose ? La réponse est là. Ça, c'est des choses que j'avais décrites il y a quelques années dans le Lancet, avec une survie de l'HPN dans laquelle il y avait simplement la moitié des patients dont on pouvait espérer qu'ils seraient en vie à long terme. Puis, depuis les années 85, parce qu'on a des antibiotiques, parce qu'on s'est servi, parce qu'on s'est transfusé les gens, etc. et tout, la survie avait augmenté. Ça, c'est la survie actuelle sous traitement par eculizumab, ce qui montre qu'avec maintenant plus de 10 ans de suivi du traitement par cette maladie, on arrive quasiment à des chances de survie qui sont égales à la population générale, ce qui est une excellente nouvelle. Ce qui n'empêche pas que vous allez continuer à voir votre hématologue régulièrement, soyez certains. D'accord ? On a regardé un certain nombre de choses. De manière certaine, on est passé de 25% de risque de thrombose, style phlébite, Budd-Chiari, thrombose dans la tête, avant l'eculizumab, un taux qui est, malheureusement pas zéro, mais qui est de l'ordre de quelques pourcents. Donc ça, c'est une certaine. Et puis ces fameuses évolutions clonales, ces histoires de mutations dont je vous ai parlé, c'est absolument indispensable de s'assurer que le fait qu'on traite les patients par eculizumab n'augmentait pas les risques d'évolution clonale. Et ce n'est pas le cas. Et voilà, c'est pour les questions.